Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Des projets solidaires lancés hier par Sa Majesté le Roi à Casablanca, un centre social pour l'accueil des personnes âgées à Mediouna et une première, l'école de deuxième chance. Et au Palais Royal de Casablanca, Amir El-Mo'minin a présidé la 4e causerie religieuse du mois sacré. INDH, 13 ans de projets lancés contre la précarité et l'exclusion. Cette année, l'initiative royale est fêtée sous le signe de la jeunesse, une jeunesse qui se prend en charge grâce notamment aux activités génératrices de revenus. Mondial Russie 2018, les Lions de l'Atlas affrontent aujourd'hui la sélection ukrainienne en match amical à Genève. Une rencontre de préparation qui permettra, selon Hervé Renard, de mettre en place les derniers ajustements stratégiques. Et puis nous irons à Tanger où les deux artistes Baba Oum et Ahmed Benchaou sont à l'honneur à la galerie Ibn Khaldoun, reconvertis pour l'occasion en un véritable paquebot animalier qui rappelle une certaine arche de Noé. À la une, des projets solidaires lancés hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan. Le souverain a procédé hier au quartier El Harawiyin à Mediouna au lancement des travaux de construction d'un centre social pour l'accueil des personnes âgées qui sera réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Et à la préfecture des arrondissements Ben Msik, une première lancée par le souverain, l'école de deuxième chance, un projet solidaire destiné à offrir aux enfants et jeunes non scolarisés ou déscolarisés une chance d'insertion ou de réinsertion dans le système éducatif et scolaire. Souad Anachet. Le quartier El Harawiyin, province de Mediouna, sera doté d'un centre social pour l'accueil des personnes âgées. Un projet solidaire porté par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Il s'attache à accompagner les personnes vulnérables, préserver leur autonomie via une prise en charge globale qui implique hébergement, restauration, animation et soins. Nos seniors de plus de 60 ans, sans ressources ni soutien familial, pourront bénéficier des prestations de ce centre qui peut accueillir 48 personnes. Cette future structure devra participer à la lutte contre la mendicité et le vagabondage de cette catégorie de la société. Un tel projet est également susceptible de favoriser l'insertion sociale des bénéficiaires et l'amélioration de leurs conditions de vie. À Ben Msik, c'est une école de deuxième chance qui verra le jour grâce à l'engagement de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Un projet solidaire qui entend offrir aux enfants et jeunes de 12 à 20 ans non scolarisés ou déscolarisés une chance d'insertion et de réinsertion dans le système éducatif et scolaire. Cela à travers un circuit d'apprentissage qui est basé sur l'éducation et la formation dans plusieurs métiers pourvoyeurs d'emploi, mais qui se base également sur la musique et le sport en tant que levier d'apprentissage, mais aussi d'émergence de nouveaux talents et d'encouragement à la création de projets d'auto-emploi. Le futur établissement d'éducation et de formation comportera des ateliers, électricité de bâtiments, réparation automobile, coupe-couture, un restaurant pédagogique, des espaces de musique, de sport et de récréation, des salles de cours et d'autres dépendances techniques et administratives. Cette école est la première du genre au niveau du royaume. Au Palais Royal de Casablanca, la 4e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, présidée hier par Sa Majesté le Roi Amir El-Mo'minin, qui était accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismaïl. Une causerie animée par le professeur Abdelkader Mekki Ktani, ingénieur et spécialiste du hadith al-Sharif, sur les divergences des jurisprudences des faqih et comment en tirer profit. Le conférencier a souligné que les divergences entre les ulama
ulama dans leur fatwa à propos de certaines questions secondaires à travers les siècles répondent à l'impératif de tenir compte de la différence des conditions de vie et du cadre spatio-temporel des gens, contrairement aux allégations avancées par certains ignorants parmi les usurpateurs, les fanatiques et autres extrémistes. À la fin de cette causerie religieuse, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a été salué par plusieurs personnalités, ulama et érudits de pays frères et amis. Le Conseil du gouvernement a tenu ce matin sa réunion hebdomadaire sous la présidence de Sadil Esmani. À l'ordre du jour, l'adoption d'un projet de loi relatif à l'organisation de la profession de commissionnaire en douane, ainsi que 2 projets de décret relatifs à la fixation de la part du capital qu'une société peut détenir de façon directe via une personne agissante en son nom propre pour le compte de la société. L'autre texte concerne l'application des dispositions de la loi du Code de la route relatif à l'enseignement de la conduite. À présent, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale soulignant que le Parlement andin, réuni en conclave hier à la ville de Pucón, au sud du Chili, vient d'exprimer à l'unanimité son total soutien à l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc comme solution au conflit artificiel du Sahara marocain. Faisons dans ce cadre mention de la résolution du Conseil de sécurité 1754 du 30 avril 2007 qui qualifie de sérieuse et crédible la proposition marocaine. Le Parlement andin regroupe 5 pays membres, à savoir la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Chili. Il convient également de souligner que l'Argentine est membre auditeur et le processus de son adhésion est en cours. Cette institution législative régionale comprend également 4 membres observateurs, dont le Maroc, et ce depuis novembre 1996. Les activités génératrices de revenus, une des composantes majeures de l'INDH. 13 ans après le lancement de l'initiative royale, plusieurs projets ont particulièrement bénéficié aux jeunes et cela passe par la formation et l'insertion professionnelle. C'est ce que nous allons voir à Tantan où 120 jeunes ont pu profiter de 73 projets générateurs de revenus à travers desquels ils se sont pris en charge. Nisrina Ouzdar. Il y a quelques mois, ces jeunes, alors porteurs de projets, étaient en quête de financement. L'INDH leur a prêté oreille attentive et fortement soutenu pour la création de leur atelier de menuiserie aluminium. Coût d'investissement 180 000 dirhams. Les machines y tournent aujourd'hui à plein régime, leur garantissant une autonomie financière. L'INDH nous a beaucoup aidé à réaliser notre projet. Cela fait 3 mois que nous exerçons cette activité lucrative. Nous sommes 7 bénéficiaires. Tout va bien pour nous. Ces natifs de Tantan ont également reçu l'aide de l'INDH pour concrétiser leur projet. Ils ont été formés en pâtisserie et bénéficié d'un fort accompagnement financier. L'INDH a contribué à la réalisation de notre projet à hauteur de 90%. Nous avons assuré nous-mêmes le reste. Ces projets s'inscrivent en droite ligne avec la vision des autorités provinciales et qui sont mobilisées pour l'insertion des jeunes dans le milieu du travail et favoriser leur autonomisation. Dans la province de Tantan, 73 projets sociaux ont pu voir le jour et grâce à l'INDH, ils ont profité à 120 jeunes qui ont vu leurs conditions sociales s'améliorer. Il a fait sensation dans le paysage agricole marocain depuis son lancement, le guichet unique agricole. Son rôle est de simplifier au mieux les démarches, d'assurer un accompagnement efficient aux agriculteurs et surtout limiter les interlocuteurs afin de faciliter l'octroi de subventions. Un éventail de prestations qui offre également des services adaptés aux jeunes agriculteurs. Hassan Tabaï, Nisra El-Hamdawi. La certification ISO 9001 version 2015, obtenue par le guichet unique de l'Office régional d'investissement agricole du Gharb, commence à donner ses fruits. Les agriculteurs bénéficient d'un soutien effectif pour la réalisation de leurs projets agricoles.
Ce guichet unique nous a permis de tirer profit de multiples avantages, notamment au niveau des équipements agricoles et l'introduction du système goutte à goutte. Ce guichet unique est porteur d'une grande valeur ajoutée. Il apporte un appui aux agriculteurs. Ces derniers bénéficient également d'une bonne orientation. Grâce à ce guichet, j'ai eu droit à un tracteur et j'ai pu introduire le système goutte à goutte. Je trouve que c'est une façon d'encourager la femme à investir davantage dans ce domaine. Pour arriver à ce résultat, les dossiers agricoles avaient fait l'objet d'une profonde étude et d'un accompagnement à toutes les étapes de leur réalisation. Notre région a un énorme potentiel agricole. L'enjeu est d'œuvrer à répondre aux besoins des agriculteurs et de traiter le plus grand nombre de dossiers. Nous voudrions assurer la validation de 9000 projets par an. Ces guichets uniques se sont inscrits dans une démarche de management de qualité. Le but est d'accompagner la réalisation des objectifs des contrats-programmes des filières agricoles qui entrent dans le cadre du plan Maroc Vert. Pyongyang et Washington, la réconciliation après une rupture spectaculaire. Le sommet de Singapour semble de nouveau sur les rails ce jeudi. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo retrouve le bras droit de Kim Jong-un pour de nouveaux entretiens à New York. L'objectif de leur discussion est de déterminer si les États-Unis et la Corée du Nord sont en mesure de fixer un ordre du jour partagé pour le sommet du 12 juin à Singapour et donc d'en accélérer les préparatifs. Tension au Proche-Orient après que l'armée israélienne ait mené de nouvelles frappes aériennes contre des objectifs militaires du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi les cibles figurent des ateliers pour la fabrication de roquettes, des abris pour des drones ainsi que des infrastructures militaires. Une réunion d'urgence a été convoquée hier au Conseil de sécurité. Le coordonnateur des Nations Unies pour le Proche-Orient a d'ailleurs averti des lourdes conséquences que cette escalade pourrait engendrer. Hawaï, voie rouge. La situation dans l'archipel demeure critique après l'éruption du volcan Kilauea. La lave a atteint la centrale géothermique locale et recouvert depuis. Personne ne saurait prédire s'il y aura une explosion parce que c'est un phénomène sans précédent. En tout cas, les évacuations se poursuivent, notamment à Honolulu. En route pour le mondial russe, les Lions de l'Atlas jouent aujourd'hui contre l'Ukraine en Suisse en match amical à 18h, heure marocaine, au stade de Genève. Hervé Renard profite de cette rencontre pour mettre en place les derniers ajustements stratégiques et se dit confiant avec un groupe soudé. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Genève, Qaïma Bellaouchi, Mohamed Ouanina, avec un récit de Bob Karban-Habrit. Le compte à rebours déclenché pour les Lions de l'Atlas. Sous le regard des jeunes voix, les supporters de l'équipe nationale, venus d'un peu partout d'Europe, créent déjà de l'ambiance. Ils se rendront ce soir au stade qui abritera la rencontre amicale face à l'Ukraine. On est nombreux à s'être déplacés. Personnellement, je viens de Düsseldorf en Allemagne pour encourager les Lions de l'Atlas. Je souhaite bonne chance à l'équipe nationale. Nous avons confiance en notre entraîneur et joueurs. Nous sommes optimistes, le résultat sera positif. Arrivé au stade La Fontaine, dès la descente du car, la séance de selfie. Sur la pelouse du stade, les Lions de l'Atlas entament les premiers échauffements sous le regard du sélectionneur national. 30 minutes consacrées à travailler la condition physique. Quelques changements quant à l'ossature de l'équipe sont à prévoir. Réponse d'Hervé Renard. Il y aura des petits essais de système, de joueurs par rapport à un retour tardif, par exemple, d'Hakimi, qui a célébré la victoire en Champions League, donc qui débutera pas le match. Ensuite dira à qui on préfère laisser encore 2-3 jours de travail plutôt athlétique plutôt que de faire un match et prendre des risques inconsidérés. Donc voilà, après il y aura une revue d'effectifs avec des choses à voir.
En prévision de la phase finale de la Coupe du Monde en Russie et toujours dans le cadre de sa préparation, l'équipe nationale disputera 2 autres rencontres face à la Slovaquie et à l'Estonie. À la surprise générale et après 2 ans et demi de belle consécration, le coach madrilène Zinedine Zidane quitte le navire. Il a annoncé sa démission ce matin lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Un retrait accueilli avec beaucoup d'émotion et de tristesse par les joueurs et le président du club. Si vous vous posez déjà la question sur le sort du désormais ex-coach du Real Madrid, eh bien Zidane assure, je cite, ne pas chercher une autre équipe dans l'immédiat. Pour rappel, l'entraîneur français vient d'entrer dans l'histoire en devenant le premier technicien à remporter 3 fois d'affilée la Ligue des Champions, et cela pour sa première expérience sur le banc d'une équipe professionnelle. On en arrive à notre série du mois sacré dédiée à l'homme et à l'eau, plongée aujourd'hui dans un patrimoine immatériel de Marrakech, la coupole almoravide. Un édifice qui était à la base un bassin d'ablution d'une ancienne mosquée. Le lieu s'apparentait également à un véritable complexe hydraulique dont les vestiges renvoient encore aujourd'hui à de vieux procédés de gestion des ressources en eau. Mohamed Louahibi, Abdallah Ayed, Zakaria Mouqim Billah. La coupole almoravide, l'un des plus anciens monuments historiques de Marrakech. Sa construction date du XIIe siècle, lors de l'époque almoravide. Le dôme était autrefois utilisé pour les ablutions des fidèles, qui se dirigeaient à la mosquée Ben Youssef. Il surplombe un réservoir d'eau relié à des canalisations. La coupole est le chef-d'œuvre artistique de ce complexe hydraulique. La fonction de la coupole était d'assurer l'eau pour les ablutions. Ici, il y a un bassin d'eau au-dessus duquel se trouve une splendide coupole. Ce monument date du règne almoravide avec Ali Ben Youssef. À cause de la lutte entre Almohad et Almoravide, ce lieu a été enfoui sous terre car Al-Mehdi Ben Toumart avait exhorté les Almohades à détruire tout ce qui avait trait à l'état almoravide. La coupole contient des ornements sur plâtre. C'est l'un des plus anciens exemples de décoration au Maroc. Cet art est caractéristique de l'époque almoravide. Ces techniques ont des origines dans l'art chrétien antique, des Romains et des Grecs. Jouxtant la coupole, un réservoir qui fournit l'eau aux dépendances de la mosquée. L'eau drainée grâce au système des khattarat s'écoulait ensuite à travers une pente qui servait à remplir le réservoir. Le réservoir d'eau mesure 14 mètres et demi de longueur et 4 mètres et demi de largeur. Il est constitué de 2 bassins séparés par des arcades. Ces retenues comportent des ouvertures pour remplir le réservoir. Des eaux drainées avec la technique des khattarat. Le complexe hydraulique comporte 3 séguias de l'époque almoravide, surmontés de 2 arcs. Ce site a été restauré au XVIe et XIXe siècle. Il reflète un savoir-faire ancestral de construction et de gestion des systèmes hydrauliques. L'un est peintre, l'autre est sculpteur. Le premier est originaire d'Essaouira, le deuxième a surtout vécu à Salé. Baba Oum et Ahmed Benchaou sont à l'honneur à la galerie Ibn Khaldoun à Tanger, qui a été reconvertie pour l'occasion. On a un véritable paquebot animalier, un lieu qui n'est pas sans rappeler une certaine arche de Noé. Adna El-Harraz, Reda Belhaouta, Dominique Orlando. Ils ont une vraie passion pour le monde animalier et c'est principalement pour cette raison qu'ils ont été associés lors de cette exposition qui réunit et un sculpteur et un artiste peintre, tous les deux curieusement très peu connus du grand public. Pourtant, ils gagneraient à l'être, à commencer par Monsieur Baba Oum qui s'inspire de la tradition picturale amazigh.
il y a 15 ans que je découvre près d'Essaouira. Et son travail a marqué parce qu'en fait, il va me cacher pendant très longtemps son travail et dire que c'est sa fille qui le fait. Donc 3 ans plus tard, j'ai réussi à acheter toute une collection et je le présente à Paris. Et donc un vrai flash sur ce travail du monde berbère et pour moi un des derniers naïfs marocains. Le deuxième artiste a pour nom Ahmed Bennachou. Il a longtemps été chef décorateur pour le cinéma, où il aura su capter un certain goût pour le fantasmagorique. Le grand format de ses sculptures l'atteste, ce seront là ses toutes dernières. Ça fait 10 jours que j'essaie de l'appeler. Et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à l'appeler. Donc au départ c'était quelques pièces. Et en fait je prends la voiture sous une pluie déluvienne. Je pars à Salé. Et là j'arrive dans sa famille. En fait il est décédé il y a 10 jours. Et donc là c'est un truc, je dis mais en fait pour moi c'était une révélation. En fait c'était il m'avait appelé comme pour faire une exposition parce qu'il n'a vraiment pas été exposé de façon artistique. C'est donc chose faite aujourd'hui et c'est une chance inouïe que d'avoir pu ainsi lui rendre hommage. Artiste très discret dans la vie, toujours reclus dans son atelier à Salé, il avouait à qui souhaitait l'entendre ne se sentir vraiment à l'aise qu'aux côtés de ces créatures animalières qui ont constitué le tout premier jardin d'Éden de sa désormais vie future. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Dans un instant, Mrim El Mouhafid pour l'édition hispanophone. Quant à moi, j'aurai plaisir de vous retrouver demain à 13h.